savais, comme tes enfants, je suis pas certaine d'arriver à les supporter, à les aimer, à les câliner. D'ailleurs, le rôle de belle-mère, c'est pas... Je m'excuse de te déranger. Hein. Ah ouais, tu me déranges là. Rapidement. Ouais. Tu sais que ce soir, on reçoit Yvon Frézard dans le truc. Ah, je savais pas. Voilà. Okay. Il a sorti un livre. Tu le connais un petit peu, je crois, il me semble. Hein. Oui, tu peux. Oui. Parce qu'en fait, dans son livre, il raconte que tu as couché avec lui après qu'il t'ait engagé. Ouais. Et je me suis dit, vu que tu travaillais chez Bicurious depuis un petit moment déjà, voilà, tu n'aurais pu, quoi. Enfin, nous... Non, je n'ai pas compris. On aurait pu, enfin, tu vois, on t'a engagé. Ah, tu dis nous deux, là. Ouais, voilà. Ok, je vois où tu veux en venir. Mais tu sais, Fred, à l'époque, La soupe est pleine faisait énormément d'audience. Et puis, il y avait du fric à se faire, quoi. Du fric à se faire. Du fric. Et là, on est chez... Tu aimes l'argent. Enfin, Non. Tu en as besoin. Comme tout le monde, hein. Je veux dire, il faut bien s'habiller, il faut... Voilà. T'as du fric ou donc, non. Non Alors, je continue mon émission. C'est gentil, mais... Bien, mesdames et messieurs, n'ayez crainte. Ceci n'est qu'une émission de télévision, un poil revancharde. La soupe est pleine, la soupe est pleine, la soupe est pleine. À table. Nous sommes en direct en public du Geneva Palexpo Switzerland French Part, donc en Suisse. C'était de montrer que dans ce pays quand même rigide, dans ce pays où on disait que les gens avaient de la peine à se moquer d'eux-mêmes, qui est fermé, qui refuse l'Europe, etc., qu'il y avait quand même un certain nombre de personnes qui étaient tout à fait d'accord d'aller un peu plus loin, de chatouiller tout ça et puis de le bousculer. Et là, je fais... Oui, c'est ça. La fleur, prenez la fleur. C'est un hommage à... Merci. Bienvenue. Et voilà, une très bonne année 2016. Non, je vous assure que j'ai dit tout ce que vous m'avez dit de dire. Non. Mesdames et messieurs, Yvan Frézard. Yvan, quelques minutes avant votre arrivée au studio, j'ai pris soin de planquer les femmes, les armes et nos projets d'émissions futures. Car si j'écoutais toutes les rumeurs qui filent sur vous depuis 2 décennies, je me retiens même d'appeler les flics. On vous dit manipulateur, tyrannique, opportuniste, dangereux, profiteur, menteur, coureur et pire encore. Bref, si ma langue fourchait, je dirais que cette suite d'adjectifs prouve simplement que vous avez foutrement bien réussi dans le monde des médias. Moi je m'en fous, je ne vous connais pas, du moins en privé, car dans le boulot vous êtes l'un des rares à m'avoir fait lever le dimanche matin pour allumer volontairement la radio. Et c'est une prouesse. Après avoir postillonné votre culot dans des micros de campagne, Frézard déboule peinard dans la prestigieuse RTS. Nous sommes en 1987. À l'époque, ça fume, ça boit, ça gueule, ça crée et ça rigole, et ça n'a pas encore l'obligation de lancer la grande lessive économique que le service public connaît aujourd'hui. Alors vous défoncez les portes avec votre mâchoire écartelée, vous dites tout haut ce que vous avez envie de dire tout haut, et ça marche. Vous enchaînez les expériences, Jeux sans frontières, l'Eurovision, quelques émissions de réveillon, du journalisme, des prix de journalisme, l'horoscope avec Elisabeth Tessier, mais aussi de vraies bonnes idées comme Vert Pomme pour les ados ou Bac Élite à la radio. Si vous avez aussi été à la tête du collectif humoristico-terroriste Farce qui a enyaourté Blocher à l'époque, c'est pile en l'an 2000 que vous faites digérer votre plat de résistance aux auditeurs romans. La soupe est pleine et le carton plein. Pendant 4 ans, vous défroquez avec génie tous les dimanches les politiques entourés de votre armée de torpilleurs comme Yann Lambiel, Flutsch, Recrosio ou Meury. Couchepin est un copain, tout le monde est pendu à vos réussites, à votre micro et à votre libido. Car vos amours aussi font la une des magazines. d'Anne Carrard à la Sophie de Marc et Sophie, vous êtes un tombeur qui va pourtant tomber de haut. 2004, bam, c'est la guerre avec vos acolytes mais aussi avec vos patrons. Vous quittez la radio en claquant la porte et des dents, et après une période en bon patriote sur Rouge FM, vous filez à Paris pour vous faire un film. Vous sortez aujourd'hui le bouquin Mémoire d'outre-honte dans lequel vous flinguez peu ou prou la totalité du paysage audiovisuel roman. Yvan, vous êtes peut-être le beau parleur que tout le monde pense, mais un beau parleur qui a offert aux ondes et aux écrans romans plusieurs de ses plus brillants souvenirs. Bon, allez, vous nous rejoignez ? Bonsoir Yvan. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Ça commence bien, mais alors, vous avez des ennemis comme ça, dites-moi. Non, j'ai pas d'ennemis, moi. J'ai pas d'ennemis. J'ai des gens avec lesquels j'ai travaillé, j'ai collaboré. Vous parlez du bouquin ? Non, de manière générale, Fred dit, finalement, on vous critique tellement que ça prouve que vous avez réussi dans le monde des médias. Je pense que quand on fait ce métier, on peut pas avoir que des amis. Mais je ne vais pas me comparer tout de suite à Jésus, mais je vais le faire quand même. Comme ça, non, mais comme ça, c'est fait, les choses sont posées. On dit que j'ai un ego démesuré. Non, mais même lui, il s'est fait flinguer, quoi. C'est le mec le plus gentil de la planète. Il multiplie les pains, il fait des miracles, il veut la paix sur la terre. Il y a quand même quelqu'un qui trouve le moyen
De le flinguer. Bon, non, ça veut dire qu'on peut pas être aimé par tous. Et dans ce milieu-là, quand on fait des choses qui fonctionnent, on essaie de bousculer les choses parce que pour que ça marche, vous le faites aussi. Il faut bousculer un peu les idées. Forcément, il y a des gens qui vont pas être contents. Forcément, pour le faire, des fois, il faut un peu le bousculer. Il faut un peu bousculer les gens avec un peu d'énergie. Et quand vous le faites avec de l'énergie, forcément, on va vous dire non mais vous brusquez un peu, c'est pas bien quoi. On n'aime pas forcément les têtes qui dépassent. On n'aime pas trop ça parce que aussi on n'est pas dans un milieu ici en Suisse romande en tout cas où le privé a son mot à dire. C'est-à-dire que dès le moment où quelqu'un bouscule ou a une tête qui dépasse mais qui peut rapporter quelque chose, partout ailleurs, c'est celui avec lequel on veut bosser, peu importe ses méthodes. Ici, c'est pas encore exactement dans les mœurs. Donc tout ça, je le comprends bien. Donc c'est pas vraiment des ennemis, ça fait partie, à mon sens, ça fait partie du métier. Mais au bout d'un moment, ça devient pas trop lourd parce qu'on est en combat perpétuel, permanent, dans un milieu qui est, ma foi, hostile. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas, on dit bon, c'est pour ça que vous êtes parti à Paris dans le fond. Non, mais c'est un peu l'inverse, c'est que au début, quand on se rend compte, quand on est jeune, on est très naïf, donc on a envie de changer les choses. On croit réellement qu'on peut changer le monde. Donc on essaie de le faire. Et à un moment donné, on se rend compte qu'on ne peut pas changer le monde. C'est généralement, on commence tous à gauche quand on est jeune et on finit à droite quand on vieillit. Bon, c'est assez classique, mais c'est un peu la même chose dans ce fonctionnement-là. C'est-à-dire qu'on commence, on est naïf et on croit qu'on peut changer le monde. Donc on va au charbon, quoi. On va bousculer, on va se battre. Et quand on se rend compte de comment ça marche, qu'il ne faut pas le faire ou le faire d'une autre façon, ou peut-être plus subtilement, avec plus de psychologie, c'est vrai. Alors on commence à se dire, il y a quand même des choses injustes, parce que là on pense que je suis méchant, égocentrique, etc., alors que tout ce que je veux, c'est que ça marche. Et avec le temps, on apprend comment ça marche, et on prend du recul, et on se dit, bon, est-ce que je suis prêt à continuer à fonctionner comme ça, en essayant d'expliquer que ce que je fais, c'est pas pour moi, parce que j'ai envie de me mettre en avant, mais pour toute une équipe, et pour amener des choses nouvelles. C'est beaucoup d'énergie, et on la perd un peu, et puis voilà, puis tout ce qui est fait n'est plus à faire. Aujourd'hui, vous sortez donc un livre qui retrace votre histoire, votre parcours professionnel. Vous aviez à un moment donné, en 2004, quand vous quittez la soupe, une envie déjà en disant un jour j'écrirai un livre et j'expliquerai tout ce qui s'est passé. J'avais ça un peu avec Philippe Sen qui est mon agent, on avait un peu évoqué l'idée. J'ai dit non, je ne suis pas. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de parler comme ça un peu des coulisses? Et puis le temps a passé, et puis moi je me suis éloigné beaucoup de ce milieu, puisque je suis parti entre deux, et je me suis dit, bah oui, maintenant je pense que je peux le faire, dans la mesure où je constate qu'on est dans un pays où on a la redevance la plus chère du monde. Et qu'à un moment donné, le public, les téléspectateurs ou les auditeurs ne savent pas très bien comment ça fonctionne, alors que ce sont les actionnaires principaux. On peut dire, j'ai le droit de leur dire comment fonctionne leur entreprise quelque part. Vous apportez votre contribution à la modification de la loi sur la radio et télévision qui est en cours. C'est un hasard, mais je pense que si je devais effectivement le faire, je le ferais de cette manière. Je pense que c'est la seule façon qu'on secoue un peu les choses et que les gens se disent, on n'a plus cet acquis, parce que c'est un énorme acquis. Et à plus forte raison, on se plaint de ne pas en avoir assez, alors qu'il y en a, mais c'est incroyable. On fait des choses merveilleuses aujourd'hui avec des moyens techniques qui sont qui sont beaucoup plus performants que ceux qu'a le service public. Évidemment, il faut rentabiliser tout ça. Ils ne peuvent pas changer tout le matériel. Et on fait des choses magnifiques avec des budgets beaucoup plus limité. On peut en témoigner, hein, Yvan. Oui, mais ça ne se voit pas. Les téléspectateurs ne vont pas le voir. Et parce qu'on n'a plus besoin de ça aujourd'hui. On peut faire des choses très bien. Après, c'est les idées aussi. Ça force à avoir des idées, à avoir de l'énergie, à innover. Ce que ne fait pas vraiment, en tout cas dans le divertissement, la RTS. Et je me dis, mais le public ne sait pas ça. Donc le public dit, ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est souvent ce qu'on dit. Et c'est pour ça qu'on regarde les chaînes françaises. Et la RTS se dit... les concurrents sont les Français, on ne peut pas régater. Mais bien sûr qu'on peut régater, regardez, ça marche. Yvan, vous êtes donc en pleine promotion de votre livre qui est sorti. Est-ce que vous avez l'impression, parce que votre éditeur parle de liberté d'expression, est-ce que vous avez l'impression qu'on a tenté de vous museler ? Non, je ne crois pas. Je constate qu'il y a une autocensure, en tout cas en Suisse romande, parce que là, c'est bien d'être ici chez vous parce que je pense que vous savez de quoi on parle et les téléspectateurs, peut-être un peu moins, c'est un peu de la cuisine interne, mais
tout le monde en Suisse romande, que ce soit des journalistes de presse écrite, rêve de travailler à la RTS parce que c'est là où il y a de l'argent. Voilà. C'est pour ça que c'est la redevance la plus chère du monde, c'est parce que ça paye. Peut-être les choses vont changer, je l'espère. Et du coup, accueillir quelqu'un qui critique ou qui donne un avis, parce que moi c'est un regard autre, c'est pas forcément une critique, c'est pas le but, mais c'est donner une expérience, c'est dire l'autre côté, aller de l'autre côté du miroir, c'est un peu dangereux. Donc c'est au cas où, un jour, on devait postuler, mais qu'on se rappelle qu'on a invité Frézard pour parler de ce bouquin-là, voilà, c'est plus comme ça que je le ressens, mais je pense que la liberté d'expression par rapport... Moi, j'habite Paris aujourd'hui, et je trouve que les médias suisses, malgré tout ça, la liberté d'expression, elle est incroyable en Suisse. On a ici, en Suisse, une vraie liberté d'expression. Alors maintenant, est-ce qu'on l'utilise ? J'en suis moins sûr. Bon, c'est le consensus aussi helvétique. Une autre chose qui m'a frappé, moi, en lisant votre livre, c'est un peu votre caractère. J'ai l'impression, vous avez dit « je voulais sauver le monde », mais vous allez être quand même quelqu'un qui y va, quoi. De la TV à la radio, on sent que vous êtes quand même un battant et quelque part vous imposez un petit peu. Vous n'attendez pas que le destin vienne vous chercher, vous allez provoquer le destin. En Suisse, les choses étant un peu plus difficiles à bouger, on est a fortiori obligé d'être un peu plus tenace et d'être un peu plus énergique. Autrement, on va tout de suite autour vous dire « Attendez, on va pas y aller trop vite, il faut faire attention, on bouscule les idées reçues, on va un peu loin, les gens ne vont pas comprendre. » Et si on veut vraiment que ça change, il faut y aller, quoi. Donc c'est probablement ce qui vous a valu un peu d'inimitié. Oui, parce que c'est pas habituel. Dans d'autres pays, c'est un milieu, on sait très bien que c'est plutôt... on s'engueule souvent, il y a des sales caractères, il y a des gens qui sont... on les appelle souvent dictatoriaux, égocentriques, etc. Ça fait partie du métier. C'est normal parce qu'on y va, et en fin de compte, quand vous portez un projet et que vous êtes un peu battu, si ça marche pas, mais de l'autre côté, ils sont quand même assez violents avec vous. Donc de toutes les manières, il faut y aller, quoi, il faut oser. Bon, on va voir si vous osez sur les réseaux sociaux. On allait fouiller sur votre mur. C'est très dangereux ça aujourd'hui parce que beaucoup de patrons d'entreprise recrutent aussi comme ça. Et on ne fait pas toujours gaffe. Alors on va voir. Selon l'heure à laquelle on va voir ce que vous avez fait. On retrouve droit dans le mur. Ce soir, je me prends le mur d'Yvan Frézard. Sur Facebook, nous avons 247 amis en commun. Quand vous réalisez un film, vous êtes plus à l'aise par terre et par terre. Il y a toujours une sacrée bonne ambiance sur vos tournages et vous êtes déjà en train d'entraîner votre crochet du droit pour être fin prêt quand vos ex-camarades de la soupe est pleine auront lu votre livre. Vous êtes Charlie, mais surtout Terrasse, et au fond, on comprend que vous ayez été touché plus que d'autres quand on a la chance d'avoir été croqué par un héros. Vous n'avez aucun problème à vous afficher avec des stars mortes ou has-been, et visiblement, vous vous préparez à entamer une carrière d'agent d'assurance. Vous aimez les couchers de soleil, les couchers de soleil, les couchers de soleil, les couchers de soleil, les couchers de soleil et les couchers de soleil, et vos amis virtuels vous gratifient régulièrement de leurs meilleurs jeux de mots quand vous rencontrez des intellectuels. Bon, ça va, vous êtes encore assez raisonnable. C'est super gentil ça. Mais c'est bien, je crois qu'il m'aime bien. Bonsoir Fred. Ça va, j'ai pas trop fouillé. Non, mais ou alors j'ai vraiment été vraiment, mais alors très inintéressant, parce qu'il a vraiment. Alors, ou alors vous avez été très gentil avec moi. Vous êtes très souvent sur les réseaux sociaux pour tout et rien, surtout pour votre promotion aujourd'hui de votre activité de cinéma. Oui. Donc, mettez plein de photos de tournage, voilà, pour montrer que vous travaillez en fait, c'est ça aussi. Les bandes annonces. Et puis moi, je me suis demandé au fond, est-ce que Facebook et les réseaux sociaux a remplacé un tout petit peu la médiatisation que vous aviez avant ? Est-ce que vous utilisez ça aussi parce que vous avez plus la même voix que vous l'aviez quand vous aviez des émissions, quand vous étiez médiatisé? Ça permet de communiquer sur ce qu'on fait et surtout ça permet aussi de faire un peu de promo et d'intéresser les gens qui peuvent travailler avec vous à ce que vous faites. Mais je crois que j'ai à peu près un peu moins de 5000 amis parce que j'ai dû en enlever quelques-uns, autrement on ne peut plus en accueillir de nouveau. Mais c'est pas parce que tous les gens m'aiment, c'est parce que j'ai commencé à bosser avec Facebook quand je faisais les Patriotes et que Rouge FM était une radio, et toujours une radio qui n'a pas les moyens de la RTS, puisque je venais de la RTS, j'arrivais à Rouge FM et il fallait qu'on parle un peu de l'émission. Et je me dis, mais Facebook, c'était le début, personne ne connaissait vraiment l'utilisation, c'était plutôt perso, ça arrivait après Second Life, je crois.
qui n'a pas marché. Et je me suis dit, mais on va faire en sorte que nos auditeurs, ceux qui nous aiment, sont obligés d'être amis avec nous pour qu'ils puissent nous écrire. Du coup, évidemment, à 200 000 ou 150 000, je ne sais plus combien d'auditeurs, même 1%, c'était pas difficile pour avoir des amis sur Facebook. Et ensuite, après, j'ai changé le nom de Patriote Rouge FM, j'ai mis le mien. Je les ai tous récupérés. Et toujours là. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pour ça. De tout ce que vous avez fait, c'est sur Facebook, vous avez la moins grande gueule. Vous êtes gentil sur Facebook. Ouais. Vous n'allez pas attaquer, vous n'allez pas critiquer ce qui se passe dans le monde. Vous n'allez pas. Enfin, vous êtes très gentil. Très souvent, j'ai enlevé des commentaires. Très souvent, j'ai réagi à chaud comme beaucoup de gens. Parce que quand on réagit à chaud, c'est comme dans un bistrot, on s'emporte, on dit une connerie, après on le regrette. Mais là, ça reste. Ouais. Là, ça reste. T'en as un qui fait une capture d'écran. Exact. Le truc, il reste à vie. Et c'est super dangereux parce que c'est pas forcément, ça ne reflète pas forcément une réalité, ce qu'on pense vraiment. Ça peut être juste sur le moment. Et ça, on le comprend pas. Et beaucoup de gens sur Facebook le comprennent pas. Alors bon, souvent, c'est « Oh merde, je me suis encore fait piquer ma place. » Alors, il y avait eu quelque chose quand vous aviez évoqué l'islam. Oui. Je pense que ça vous a servi de leçon aussi. C'est-à-dire que voilà, que quand on donne un avis sur les réseaux sociaux, autrement qu'à la radio, ça veut dire que là, tout le monde peut venir vous insulter en live. C'est-à-dire qu'à la radio, je peux m'expliquer, je peux dire pourquoi est-ce que j'ai fait ce que j'ai fait, pourquoi je parle de cette manière de tel sujet. C'était après les attentats, les premiers de Charlie Hebdo, où je disais ma peur de l'islam par rapport à une radicalisation qui pourrait éventuellement un jour faire en sorte que des gens comme nous, qui déconnons, qui critiquons et qui provoquons, parce que bien sûr qu'on énerve, bien sûr que dans ce bouquin j'énerve plein de gens qui vont me dire oh, quel gros con, mais je le comprends. Mais est-ce que on arrive à la violence, c'est la solution? Et je me suis dit, oulala, vu comme c'est parti, ça va être très très violent, etc. Bon, l'expliquer sur un post Facebook, waouh. Et alors, ça, c'était peut-être un peu de ma part, un peu naïf. Ouais. Vous l'avez dit avant, vous montrez l'autre côté du miroir de la grande maison RTS, mais vous faites plus que ça. Vous tapez à peu près tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin avec vous. Déjà, j'aimerais vous demander pourquoi, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que, plus de 10 ans après, le fait de devoir expliquer ou de vouloir expliquer comment ça s'est passé, c'est une chose. Pourquoi en rajouter une couche et donner son avis sur le travail ou sur l'être de chacun d'eux, en fait? C'est qu'il n'y avait pas de couche. C'est la première couche. Là, j'en ai pas rajouté parce qu'il n'y en avait pas avant. C'est-à-dire que souvent, et ce qui me fait plaisir, mais qui m'étonne, c'est que des gens m'ont dit, bien après que j'ai quitté l'émission, m'ont dit, mais c'est dommage que vous soyez parti. Bon. C'est pas la même chose aujourd'hui. Bon, ok, ça je suis parti, j'ai rien à dire. Et après, c'est mais pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Pourquoi est-ce que à un moment donné, on avait une émission qui avait un succès dingue et que au bout d'un certain temps, après un certain nombre d'années, mais alors ça, oui, mais qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de reprendre les uns et les autres? Ça, c'était 10 ans après qu'on a eu cette idée-là. Si juste après l'émission, tout le monde avait repris et que ça avait été un succès, pourquoi critiquer? Là, c'est pour expliquer pourquoi. Est-ce que quand on passe quand même quelques temps à essayer de créer un succès, comme on l'a fait et que je l'ai fait avec La Soupe est pleine, et qu'à un moment donné, la radio reprend ce succès pour essayer de le gérer et de le faire perdurer, et il se plante complètement jusqu'au moment où ça s'arrête. Pourquoi c'est ça? Mais Yvan, vous parlez quand même de trahison dans le livre. Donc il y a quand même une blessure. De certains, oui, parce qu'il y en a qui une blessure. Quand même, mais au fond, est-ce que c'est pas mon meilleur ami, quoi. Bon, se faire trahir par son meilleur ami, ça fait toujours un peu. Ça fait un peu mal. Quand on fait 300 ou 400 000 auditeurs tous les dimanches, est-ce que c'est pas normal d'avoir l'autre côté de la médaille, quoi? Je veux dire, à Paris, ceux qui sont aimés pendant 6 mois parce qu'ils sont chroniqueurs, ils sont stars, c'est là où on veut les taper, et c'est normal qu'au bout d'un moment, on se fasse foutre dehors, peut-être un peu plus fort, que si ça marche pas. Ça fait longtemps qu'ils sortent des bouquins, ceux dont vous parlez, ça fait longtemps que c'est normal. Ouais. C'est normal de parler un peu de nos expériences et d'être critiqué et de critiquer. Enfin, ça fait partie du jeu médiatique. Ce que je fais là, c'est un truc assez normal ailleurs. Ouais. Sauf que là, c'est la première fois parce qu'il y a un monopole de service public. Donc on se dit, oulala, là, on ne peut pas le faire quand même. Vous critiquez à peu près tous ceux qui ont travaillé avec vous. Moi, je me suis amusé avec mes collaborateurs de ressortir un tout petit peu ces punchlines, parce que c'est des punchlines, dans un petit montage maison. Le journaliste, l'animateur, le producteur de radio et de télévision, Yvan Fraisart, sort ses mémoires en librairie. Qu'est-ce que ça donne?
donne? Eh ben, comment dire? Jean-Marc Richard, chaque fois qu'il fait quelque chose, il fait exactement ce qu'on attend de lui, sans surprise. Yann Lambiel était suffisamment ambitieux pour vouloir détrôner Laurent Gérard, mais ça a marché pour lui non pas parce qu'il était bon, mais parce qu'il était le premier. Gossip, avec lui tout foirait, son génie c'est qu'il n'était pas bon. Barrick fait partie de ces gens qui provoquaient un petit peu, mais qui n'ont pas suffisamment de courage pour aller plus loin. Je n'ai jamais trouvé que c'était un bon dessinateur de presse. Ziziadis, c'est génial d'être communiste tout en allant manger chez Rocha une fois par semaine. Frédéric Recosio était convaincu d'avoir un talent dingue et que moi j'étais un vieux con. Quand l'équipe s'est liguée contre moi, il était celui qui en a rajouté. Il pleurait presque ce grand macho, c'était pathétique. Aujourd'hui, ça marche moins pour lui, mais parce qu'il fait la même chose depuis 20 ans. Si je n'avais rien fait pour lui, il n'aurait sans doute pas les moyens d'acheter ce livre aujourd'hui. Thierry Meury, il est beaucoup de choses en East, Phob et In. Pour un mec de gauche, c'est quand même très extrême, mais plutôt extrême droite. Vigous, c'est un pseudo-journal de gauche. Quand on me parle de ce journal alors que j'ai eu la chance de croiser Charb ou Volinsky, c'est comparer Rivella et le Mivella de la Migros. Laurent Flutsch a préféré le succès et le pouvoir. Quand je l'ai vu tirailler entre l'idée d'aider son camarade à terre et de suivre les autres, il a montré qu'il était lui aussi plus proche de son confort que de ses idées. Avouez, votre avocat, il est prêt là, non? Non, mais c'est pas sympa pour Mivella, je suis en train de me rendre compte, parce que c'est pas si mauvais que ça. Mais à quoi ça sert en fait? Dans ce livre, c'est les coulisses d'une émission qui, alors tant mieux, c'est pas par prétention, mais qui est une de celles qui a eu le plus d'audience de toute l'histoire de la radio suisse romande, hein, qui a marqué. En fait, ils n'ont pas été reconnaissants, c'est ça Non, mais c'est que ça fait partie de l'histoire de cette émission. Alors, il y a l'histoire publique qu'on connaît, la réussite, on se rappelle des invités, enfin bon, tous ces gens qui étaient à la base et que j'ai engagés étaient des gens qui étaient inconnus. Je dis pas qu'ils n'avaient pas de talent et que c'est moi qui leur ai donné leur talent, c'est pas ça du tout, mais avec lesquels j'ai travaillé. Vous le dites quand même à demi-mot, une fois tous les 20-30 pages, que c'est grâce à vous qui sont là aujourd'hui, c'est grâce à vous, enfin c'est vous qui leur avez donné la chance de... Non, j'explique comment ça s'est passé, mais de facto, c'est vrai que quand j'ai cherché des gens pour faire cette émission, j'étais bien forcé de leur proposer de travailler avec moi. Donc, c'est normal que, effectivement, quand ils sont... Donc trahison, manque de reconnaissance, il y a de ça. Oui, mais ça, c'est une partie des choses. Ça, c'est quand c'est... je parle de 2 ou 3 personnes qui étaient proches, qui étaient des amis. Ouais. Et ça, c'est peut-être aussi mon erreur d'avoir mélangé ça, mais la leur aussi, parce qu'on avait ce lien d'amitié, mais on ne peut pas l'avoir réellement dans ce métier-là. Et ça m'a touché à plus forte raison. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en parle comme ça, parce que c'est émotionnel. C'est vraiment viscéral d'être... de n'importe qui avec lequel on travaille et qui est son chef. Je parle d'autres chefs dans ce livre. Je suis déçu, mais pas trahi de ce point de vue-là. Donc ça fait mal aussi, c'est vrai. C'est peut-être cette douleur qui est traduite. Ça va, je m'en suis remis, mais je le dis comme je le ressens, voilà, parce que c'est moi qui parle. Enfin, c'est moi qui parle avec. Je voudrais signaler Julien Lambert, le journaliste du journal de Nord. Oui, qui a quand même fait un sacré boulot parce que il a récupéré tout ça. On a parlé, il l'a mis en forme, il l'a mis aussi en chapitre, la chronologie de tout ça. Et voilà. Yvan, je vous propose en fait, de c'est manger... sa faute. Voilà, c'est ça, en fait. Il a trahi votre pensée. Vous avez utilisé un jeune journaliste, mais je n'ai plus avoir aucun boulot à la sortie du livre. Julien Lambert, faut bien... Il est sorti, c'est juste, hein. Oui, il est sorti partout, vous le voyez, mais partout. Non, faut le demander parfois. C'est pas compliqué, hein. Mémoire d'outre-onde. C'est un jeu de mots, une référence à un auteur très célèbre. Je le dis, tout le monde, quand je dis Chateaubriand, me dit... Pourquoi un mets de brasserie? Attends, c'était un auteur qui a écrit Mémoire d'outre-tombe. Voilà. Yvan, je vous propose d'être mangé à une autre sauce avec Brianna Lefebvre. Je ne sais même pas ce qu'elle a préparé pour vous. Je vous souhaite en tout cas bon courage. Brianna Lefebvre. Bonsoir. Merde. Bonsoir. Une croque qui se pète la gueule. Bon, ça va, regardez celle-là. Bonsoir. Stéphane, alors. Non, Yvan. Yvan. Ah, mais oui, c'était la semaine passée. Ok, bonsoir Yvan. Bonsoir. Sur une échelle de 1 à 10, vous allez comment? Aujourd'hui? Ouais. 8. Ouais, c'est bien. Si votre livre, il reçoit le prix Goncourt, là maintenant, vous diriez 10, non? Ouais, je pense que... Non, je dirais 5 parce que je trouverais ça quand même assez improbable.
Je dirais, il y a quelque part, il y a une petite couille, quoi. Je vous l'accorde. Moi, personnellement, j'ai pas lu votre livre. Hein. Puis honnêtement, mais vous l'avez bien aimé quand même? Je pense pas, mais je vous félicite quand même. J'ai regardé votre site internet, yvanfraisard.fr. Pourquoi .fr? Ça fait plus crédible que .ch ou .com? Non, c'est parce que c'est central, c'est Fribourg, ça fait Fribourg. Vous n'êtes pas Neuchâtel, non, j'habite en France, c'est pour ça. Ouais. Alors c'est moins cher. En plus, c'est vachement moins cher les .fr que les .ch. Si, je vous donne le truc, c'est vachement moins cher. Oui, mais c'est plus cher quand même d'habiter à Paris, justement. Vous y êtes. Est-ce que, comme tous les Parisiens, vous avez votre café du coin dans votre quartier avec vos petites habitudes et où vous tutoyez le serveur? Mais non, j'ai pas ça, non. Effectivement, ça se fait beaucoup à Paris, mais non, là où je suis, je tutoie le patron, mais qui est pas, qui est parfois le serveur, c'est vrai. Non, c'est vrai. Oui, juste. En fait, on se rend pas compte des habitudes. Justement, c'est bien le problème des habitudes. On ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça, oui. Et donc maintenant, vous dites que vous faites partie du PAF? Non, je travaille plus dans les médias en France. Je travaille dans plutôt le cinéma. Vous dites quoi? On dit cinéma, quoi. Ciné, on dit faire des films. Il n'y a pas de mot pour le cinéma, c'est ça qui est bien. On est pas, audio, non, même pas audiovisuel, non. Même pas? Non, même pas. On est discret, quoi. Oui. Bon, moi, j'avoue, en lisant votre parcours, vous avez fait tellement de trucs, en fait, ça m'a un peu saoulé, quoi. Vous avez fait plein de trucs. Je m'en excuse, hein. C'est vrai que si j'avais su, j'aurais fait attention. Mais... Non, mais il y a plein de trucs hyper différents. Mais juste un truc, vous avez joué dans une pièce qui s'appelle Ma colocataire et encore une garce. Donc en fait, ça parle de quoi, cette pièce? D'un mec qui se chope que des connasses comme ça parle d'un mec dont sa copine qui a un appartement, et dans cet appartement arrive le propriétaire de l'appartement qui va les virer. Et pour réussir à garder son appartement, elle va commencer à draguer le propriétaire. D'accord. Et donc c'est ma colocataire, et effectivement elle est un peu garce. Vous n'avez pas gagné de Molière pour ça? Non, j'ai pas gagné beaucoup de sous non plus. Non, en fait, j'ai rien gagné. Vous avez fait un court-métrage en 2014, Lily la nuit. Lily vit dans un monde onirique en rêvant toutes les nuits qu'elle retrouve un fiancé imaginaire qui l'emmène dans un Paris idyllique, celui des films de la Nouvelle Vague. Vous êtes inspiré de Midnight in Paris, de Woody Allen? Ouais, un peu, c'est vrai. Mais ça n'a pas de rapport parce que c'est en noir et blanc, et puis que c'est un film qui fait plus référence on va dire à l'image et au paysage de Paris comme on les voyait dans le cinéma de la Nouvelle Vague. Mais c'est vrai que le côté onirique de Paris, un Paris qui n'existe pas en fait, parce que Paris, c'est de la pollution, des embouteillages, voilà. Bon, moi, je dois aller me doucher, donc merci, hein. Bonne soirée. Bonne douche, ouais, merci. C'est sympa. Non, mais ça m'a fait plaisir. À bientôt, ciao. Et puis vous êtes bientôt libre, bientôt libéré. Dernière étape. C'est un plaisir. Où on rejoint Marie. Bonsoir Marie. Par ici. Marie, ainsi que toute l'équipe, votre ancienne équipe de la Soupe est pleine, qui va, avec des gants de boxe, vous remercier. Non, je n'irai pas jusque-là. Ici, bienvenue. On voit, il y a eu d'autres invités avant moi? Oui, plein, voilà. Mais je vais commencer, Yvan. Bon, j'ai regardé vos vidéos, vos bibliographies. C'est gentil. Voilà, j'ai vu finalement qu'il y avait quand même un vêtement qui revenait à chaque fois, cette fameuse chemise bleue. Ok, oui. Je suis contente, ça me va plutôt bien au teint, un peu mieux que les cheveux grisonnants qui, ok, ça fait vieux beau, voilà. Non, quand même. Voilà, je me suis permise de mettre le petit foulard parce que ça fait un peu réel, comme ça, Paris et tout. Ne mentez pas, je sais que vous le mettez parce que votre éditeur est à peu près habillé comme ça ce soir, on le voit pas, mais je sais qu'il est habillé comme ça. Thierry Jehotte me copie beaucoup. Vous faites foulard, voilà, ça fait Paris. Pourquoi vous êtes habillé comme ça? C'est parce qu'on est en Suisse, du coup on peut s'habiller comme un peu. Non, c'est parce que je suis venu pour une conférence. Et voilà. J'ai vu hier sur Facebook, vous aviez la même, exact. Vous n'avez même pas changé pour l'émission. Voilà. Je me suis pas changé, ok. Bon, d'accord. Ensuite, je réalise qu'en 2013, voilà, ouais. En 2013, hein, vous êtes allé vivre à Paris. Moi, je suis pas dupe. Hein, ça fait pas de vous un Français. Je sais que vous venez de Neuchâtel. Hein, l'accent il reste. Quand on vient du Bordu, on est du Bordu, hein, quand même, parce que même si on prend Charlie Hebdo, c'est nos amis, on les protège, on fait des courts-métrages, des hommages. Les racines, c'est les racines. Hein. On n'est pas dupes, vous n'êtes pas Français. Ensuite, à 23 ans, je réalise que vous commencez la télé. Et moi, à cet âge-là, en fait, je commence aussi la télé.
c'est aussi le même âge. Donc enfin, peut-être que je fais la même chose comme invité, peut-être que je pourrais faire le buzz plus tard. Parce que vous dites quand même que les médias suisses, ils sont pas aussi sexy et culottés qu'à Paris. Mais moi, je trouve qu'on a le mérite au moins d'être un peu transparent. Parce que, enfin, je sais pas, j'étais pas dans les années 80, j'ai pas lu votre livre. Mais je trouve qu'on a le mérite d'être un peu plus franc qu'en France. Voilà. Et donc, ce soir, c'est comme ça que je vous connaissais avant, mais ce soir, je vous ai découvert en plusieurs adjectifs au fil du moment avant l'émission. Donc, à votre arrivée, je découvre que vous êtes directement politicien. Vous dites, franchement, j'ai jamais vraiment été de gauche. On vous dit gauche caviar. Non, non, plutôt foie gras, d'ailleurs, au Grand Marnier en ce moment. Oui, ok, plutôt juste, PLR. Voilà, donc vous assumez totalement, hein, c'est votre choix. En fait, voilà, ok, ça donne pas l'excuse d'être PLR. Ensuite, elle vous dit justement, tout rouge, tout de rouge vêtu, pourquoi cette tenue? Oui, mais tu sais, Anne, j'aime être à part. C'est Paris, comme ça. C'est quand même la capitale de la mode, hein, Paris, quand même. Je le souligne. Bon, on essaie de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Voilà, d'accord. Bah, j'ai fait pareil, on est deux. Ensuite, je vous découvre un peu de dragueur. Vous arrivez au maquillage, hein, mais comme t'es belle, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ah, puis tu sais... Sonia, elle est adorable. Voilà, oui, mais c'est bon, vous êtes dragueur, je sais. Et après, vous dites, mais tu sais, en ce moment, je suis malade, ça se voit, je suis mieux d'habitude. Ouais, d'accord. Et elle vous dit, d'ailleurs, cette année, on a les deux 50 ans. Ah oui, j'avais oublié. Oh, le menteur. Quand même. Ensuite, je vous découvre modeste. Ah, mais tu sais, en ce moment, je suis devenue cinéaste, j'ai fait 2 films, je suis en train de faire 2 films, pas 1, 2. En même temps. Vous l'avez dit à peu près environ 6 fois. Donc maintenant je sais, et vous dites d'ailleurs à Paris c'est super, on s'emmerde pas, machin. Et que en fait dans votre équipe vous n'avez pas pris de maquilleuse parce que ça sert à rien. Vous venez de dire quand même que le maquillage, si ça servait à rien, on serait pas aussi beau ce soir. Hein. Vous dites oui mais tu sais, si on n'a pas une bonne maquilleuse, vaut mieux pas en avoir. Bon d'accord, je rêverais d'avoir 1, 2, 3 assistants, être une vraie star quoi. C'est un peu votre rêve ça. Et puis ensuite, je vous découvre... Oui, un petit peu. Non, j'avais dit 1, 2, 3 assistants parce qu'on se rend compte que de la vraie utilité des assistants et que c'est justement pas pour se la péter. Mais... Voilà, mais du coup, justement, la vraie utilité d'une maquilleuse aussi. Ne dénigrons pas les autres métiers. Non, voilà, surtout, après... Surtout Sonia. Voilà, après, je vous découvre un petit peu commère. Vous vous moquez de la RTS. Voilà, l'Union des télés suisses. Bon, vous êtes un vrai capitaliste, hein, parce que vous expliquez, oui, mais ils ont plus de budget, mais moi, je sais comment faire pour avoir plus de budget. Si, la liste est dans le livre, donc je me réjouis de lire ce livre, justement, pour découvrir ce qui n'est pas utile dans cette télé. Non, moi, je vais faire un petit spoiler, mais la réponse n'est pas dans le livre. On sait en tout cas ce qu'il faut peut-être pas faire, mais mais on sait à qui il ne faut pas travailler, c'est quand même clair, non? Bon, voilà. Ouais. Vous aimeriez remplacer Gilles Marchand? Oui, je pense que je pourrais. Ah bah, peut-être. Je pense que je pourrais. Voilà. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Si je sors ce bouquin... Bah alors, je vais aller jusqu'au bout de ma chronique, justement. Je finis juste. Du coup, je vous découvre à ce moment-là confiant. On vous dit, mais t'as besoin d'utiliser la carte réelle pour draguer? Non, j'ai pas besoin, parce que c'est elles qui viennent à moi. J'adore tes films en ce moment et tout. Donc, en fait, vous êtes vraiment, vraiment dragueur. Et puis ensuite... Je suis vraiment un... Voilà. C'est ça. Dragueur. Voilà. Et donc, en même temps, au final, vous pouvez pas me blâmer, hein, parce que vous avez dit qu'on avait une liberté d'expression en Suisse. Alors ce soir, je l'ai utilisée pleinement. Et donc, j'ai découvert... je connaissais le présentateur populaire des années 90. Et ce soir, j'ai découvert la star parisienne. Vous dites 90 quand même, hein? Mais oui, mais je suis française, moi. Et puis, vous faites super bien l'accent de Château. Voilà, mais je suis française et suisse. Ah. Et donc, en même temps, pour parler et pour qu'on parle de vous surtout, ça se marie bien. Vous m'excuserez, Yvan, parce que moi aussi, je suis overbookée, il faut que j'y aille. J'ai un train à prendre. Mais je me suis permise, et je sais que même si vous vivez à Paris, c'est quand même votre péché mignon. Donc, voilà pour ce soir. Santé. Wow, et vous burez à la canette, parce que je sais qu'avec un verre, c'est quand même moins beau. Hein. Bonne soirée. Mais c'est vrai que... Merci, Marie, merci beaucoup. Parce que dans les coulisses, je vous demandais quand vous demandiez un café, vous auriez pas un Red Bull? Parce que j'en ai vu un traîner. C'est top, c'est parfait. C'est le vôtre. Bon, Yvan, on arrive au terme de l'émission. Hein. On va déjà voir si vous... c'est quand même court. Ouais. Ou alors j'ai trop parlé, c'est ça. Ça vous rappelle des bons souvenirs? Les caméras... quand ça se passe comme ça, oui, non. On est devant, on est à... Je pense que la liberté de ton est très importante et que si, d'un côté, moi maintenant je suis de l'autre côté, je provoque et j'adore qu'on me malmène et je comprends pourquoi à l'époque de La soupe est pleine, pas mal d'invités aimaient ça aussi parce que ça permet de dire d'autres choses. Ouais. Il faut avoir vachement de recul aussi avec soi-même, quoi. Il faut oser. Voilà, moi je trouve ça bien et j'espère que ça continue sur cette voie-là. Mais on va vous offrir de quoi vous rappeler de mon souvenir parce que vous avez 30 secondes, pas plus, pour terminer l'émission à notre place. Une carte blanche. Il y a les extraterrestres qui arrivent. C'est les 30 secondes, tout est chronométré là. C'est vos ennemis qui sont en train de faire... La caméra qui est là. Tout est électrifié, j'ai reçu des secousses, c'est vachement sympa. Jusque-là, tout allait bien. C'est juste pour voir si vous êtes réveillés. D'accord. La caméra qui est là, vous avez 30 secondes pour finir l'émission à notre place. Vous pouvez dire ce que vous voulez, liberté d'expression. Merci d'être venu. Merci, Yvan.
Merci à vous. Pardon, je vous quitte sur un éternuement. C'est moi qui vous ai passé le rythme parce que, comme je le disais justement à Marie, je suis malade. Alors 30 secondes pour parler, je pense, puisqu'on parle de télé et de radio, il faut que je conclue sur ce sujet pour dire que je suis content et je fais pas de flagornerie, mais d'être invité ici parce que depuis des années, je me demandais quand le paysage audiovisuel roman pourrait éventuellement changer et dans une direction où on pourrait sentir qu'à l'intérieur de ce nouveau, concept, il y a vraiment des gens avec une pêche et une envie. Voilà, je crois qu'il y a un début de quelque chose que je vais soutenir à fond. Voilà. Donc merci à vous de m'avoir invité.